Lapointe, qui est candidate à la maîtrise en études littéraires au profil des créations de l'UQAM. Dans le cadre de son mémoire sur la direction de Philippe Charon, elle propose une enquête de terrain qui explore la notion de normalité dans l'ordinaire de 26 lieux montréalais. Elle a écrit pour les revues Posture, Pense-Tech et aussi deux textes et demi pour le prochain numéro de Panier de Crabes chez Moult Éditions. Elle est l'autrice aux éditions Cardinal des guides drôles et sympathiques sur l'art de vivre au chalet et du manuel du parfait tannant, et aussi d'un album de jeunesse à apparaître aux 400 coups. Ses intérêts de recherche vont du pragmatisme à l'architecture, en passant par l'humour et la tapisserie aux petits points. La recherche-création que je vous présente aujourd'hui, qui s'intitule « Accueillir un nouvel ami ». Je l'ai réalisée dans le cadre d'un séminaire en littérature de l'usage avec Philippe Charon, pour ne pas le nommer, où on s'interrogeait entre autres sur la corrélation entre l'usage et la notion d'ordinaire. Donc le faire avec ce qu'on a plutôt que d'essayer de trouver ce qu'on n'a pas. On s'interrogeait également sur les conséquences d'une telle façon de faire sur la conception de la littérature. Dans un premier temps, je vais vous expliquer en quoi consiste ma création et dans un deuxième temps, je propose une réflexion, pas une analyse de ma création, c'est vraiment une réflexion sur le réemploi, le détournement et l'effet d'humour que ces dispositifs-là sont enclins à produire. Donc, l'enjeu de la partie création était d'interroger notre relation aux objets de la vie quotidienne en appuyant au passage sur l'aspect encore très genré des tâches domestiques. Mais honnêtement, c'était surtout expérimental. C'est après que je me suis dit, waouh, ça fonctionne vraiment bien. On dirait que ça dit quelque chose. Et qui plus est, c'était très drôle. Donc, vraiment, l'analyse de l'enjeu est venue après. Dans la première partie de la création, sur un ton qui rappelle un peu un journal féminin des années 50, il est question d'apprendre à interagir avec un aspirateur en prenant connaissance du cas d'une dame qui éprouverait des problèmes avec le sien. Les matériaux de construction du texte sont des phrases ou carrément des portions de texte qui ont été prélevées dans un kit de dressage pour chiens. Puis ensuite réaménagées dans une nouvelle entité. Et outre quelques ajustements commodes pour la lecture, vraiment la principale intervention a été de changer le mot chien pour le mot aspirateur. Je vais lire le petit extrait. Dans le cas qui nous occupe, le mari, un voyageur de commerce, avait offert à sa femme un aspirateur pour lui tenir compagnie. Quoi de plus désagréable qu'un aspirateur qui vous grimpe dessus et que l'on est obligé de repousser constamment? C'est madame qui doit décider du contact avec l'aspirateur, jamais l'inverse. En effet, si vous remarquez que l'aspirateur essaie de s'imposer, mieux vaut commencer à le repousser quand il sollicite le contact. Pour faire suite à cette première portion, j'ai composé un questionnaire qui se veut une sorte de bilan de personnalité pour les acquéreurs d'objets dans le but de favoriser, bien sûr, les appareillements congruents. Donc, pour cette section test, j'ai rédigé des questions, mais vraiment tout le reste, images, texte, le nom des objets, provient du catalogue en ligne de Structube. Le test consiste à choisir parmi des objets du quotidien domestique avec lequel, essentiellement, on se verrait le plus être amis. En répondant à des questions simples, donc j'ai mis un exemple ici, laquelle de ces langues vous paraît-elle la plus honnête? Et là, on a Denzel, Rimini et Rodney, et j'ai rien changé. Donc, Denzel, qui est une lampe de table avec base en marbre, Rimini, qui a une petite courbure, et la petite Rodney. Bien entendu, moi, la plus honnête, je trouve que c'est bien sûr Denzel, avec ses lignes droites et modernes. Et bien sûr, voilà, on a une analyse. Pour la dernière partie de la création, il y a les résultats parce que le test est vraiment opérationnel. Et les résultats ont été prélevés dans un ouvrage du docteur Yves Benoît, Le secret des physionomies, qui est paru en 1949. Alors ainsi, si vous avez, je ne le lirai pas au complet, mais si vous avez obtenu une majorité de A, vous êtes du type studieux et ardent à la recherche, vous êtes quelqu'un de sérieux, votre cerveau est plus développé que le reste de votre tête. On spécifie attention, la sensibilité appartient à la nature féminine, bien sûr. Conseil, parler, ajuster, et là j'ai changé le mot genre pour objet, là, comme si les objets étaient plus timides que vous. Donc, j'ai fait la même chose pour les gens qui ont obtenu le plus de B, le plus de C. Je vous l'enverrai le test. Vous voulez savoir quel objet vous convient. Il se dégage un certain effet d'humour de ma création
et je pars de là. Je ne vais pas me lancer ici, c'est délicat, dans une grande dissection de ce qu'est l'humour, ce concept au contour on ne peut plus flou. Et je ne veux pas me mettre non plus dans la bûche en disant que l'humour est un acte d'énonciation pour faire rire. Parce que bien souvent, on veut faire rire et ce n'est pas ce qui se produit. Et l'inverse est vrai aussi. Il y a des affaires qui ne sont pas faites pour faire rire, mais qui se trouvent à être très drôles. Donc, il y a un aspect très sémiotique à l'humour. Quand je fais référence à l'humour, vraiment, je parle d'un effet d'humour potentiel. Ma question essentiellement est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que ça le fait et que ça le fait facilement? Mon hypothèse, c'est que les procédés littéraires comme le collage, la recontextualisation et le détournement partagent naturellement dans leur façon d'opérer ou dans une mécanique commune avec l'humour. Donc, on part de là. Donc, le matériau de l'ordinaire, c'est ma première piste de réflexion. L'humour se nourrit d'ordinaire. Là, j'ai mis Seinfeld parce que je pensais à son show About Nothing. Et on peut penser aussi juste à toutes les blagues d'humoristes qui commencent par « Avez-vous remarqué ?» Mais c'est une phrase d'accroche qui est quand même très révélatrice de la faculté du langage et en l'occurrence de l'écriture de commander l'attention sur une facette particulière de l'expérience au réel. Inès Sabotick, qui a étudié les interactions en écoutant les conversations dans les cafés des Zagreb, parle de l'humour comme d'une brèche par laquelle on s'infiltre dans le quotidien d'une société. Et elle n'est pas la seule à avoir cet angle-là. Ratouille Baumeister, dans un article qui s'appelle « Rire en ville, rire de la ville », parle de l'humour comme d'un vecteur susceptible de faire accéder de manière privilégiée aux défis et à l'expérience même du profond changement qui signe la modernité. Là, j'ai insisté sur des mots. Brèche, vecteur, accéder, c'est vraiment les mots-clés ici. L'espèce de bloc constitué par les formes de vie, les usages et les règles qui en découlent nous n'est pas nécessairement accessible ou apparent dans le but. À force de procéder de certaines façons, on se crée des habitudes qui deviennent normales, mais c'est ces mêmes habitudes qui vont définir ensuite ce qu'est la vie. Donc la littérature en général, l'humour en particulier, participe à une certaine désinvisibilisation de l'ordinaire. Le langage de l'écriture permet justement une surbrillance un peu comme quand on vient de voyage, on trouve que chez nous apparaît comme moins familier. Ou sinon, pour les petits budgets, il y a John Dewey dans l'art comme expérience qui dit que les couleurs sont plus vives quand on regarde la tête en bas. Mais ceci dit, bien que l'écriture puisse mettre en relief une certaine étrangeté de l'ordinaire, l'ordinaire n'est pas drôle en soi. Alors, comment l'attention à l'ordinaire peut provoquer un certain effet comique? Alors, il me semble qu'une autre piste serait dans l'agencement, ou plutôt dans le réagencement, le déplacement du matériau qu'est l'ordinaire. Ordinaire qui vient du latin ordinarius, qui signifie littéralement en ordre. Jean-Marc Morat dit d'ailleurs dans son livre Le sens littéraire de l'humour que l'humour déplace le sérieux bien plus qu'il ne le contredit ou ne l'annule. Donc le sérieux n'est plus là où on pense le trouver. Le sérieux et l'ordinaire ont beaucoup de points en commun et les deux, notamment, ont besoin de stabilité pour exister. Il y a plusieurs théories qui parlent de l'humour comme une perte de repère ou un décalage entre ce qui se produit et ce qui est espéré. Kant, en l'occurrence, parle du rire comme d'une séquence extrêmement condensée dans le temps d'attente et de déception de cette attente. Le rire arrive là où l'entendement ne pourra trouver, et là c'est ces mots, en soi aucun plaisir. Et on pourrait, de là la diapo, donner l'exemple du old switcheroo, ce coup classique qui est facile à réaliser et très efficace, qui consiste à échanger deux choses rapidement, comme par exemple deux élèves qui changeraient de place quand la personne qui enseigne a le dos tourné. C'est vraiment, je trouve, un bon exemple d'une confusion drôle générée par l'absurdité d'un enchaînement. Ce procédé fonctionne également en inversant les éléments dans un énoncé. Et là, je vais citer Woody Allen parce que c'est le meilleur exemple qui m'est venu, mais j'en parle au passé, comme c'est un personnage problématique. Donc, Woody Allen, c'était le grand spécialiste des switcheroos. L'une de ses blagues cocktails classiques consistait à dire qu'il gardait une balle de fusil dans sa poche de chemise parce qu'un jour, quelqu'un lui avait lancé une Bible et que cette balle-là, il avait sauvé la vie. C'est intéressant, c'est vraiment juste un renversement et pourtant, on sent le discours sous-jacent et même une critique. L'humour naîtrait
peut-être en partie, du moins, de la combinaison des éléments qui permettraient de nouveaux chemins de traverse qui nous feraient voir le paysage autrement. Pour Christian Morin, qui a écrit un article qui s'appelle « Pour une définition sémiotique du discours humoristique », la déformation propre à l'humour réside justement dans le bouleversement des enchaînements syntagmatiques. On peut s'imaginer que le collage de détournement de ce genre de dispositif revaloriserait les termes de l'équation qui se redéfinirait ensuite les uns par rapport aux autres dans une espèce de nouvelle logique interne. Je voulais donner comme exemple les ovnis de la revue Littérature générale, qui, je trouve, sont des exemples vraiment intéressants d'agencement improbable. C'est une revue qui a été publiée en 1995 par Pierre Alféry et Olivier Cadiot, et qui ont réuni dans ce projet collectif des ovnis, c'est-à-dire des objets verbaux non identifiés, des textes d'un genre inclassable qui répondent certainement pas à la notion traditionnelle de littérarité. J'ai mis un petit exemple de Gilles Grand, ici en haut à droite, qui, dans Dida Dida, compare la musique aux nuages. Il mêle des dessins du texte, des partitions. Il y avait Anne Portugal aussi, qui n'est pas dans la diapo, mais dans Mes robots ménagers, elle propose des petits paragraphes en forme d'étapes qui sont liés à des espèces de pièces mécaniques où finalement elle raconte l'histoire de sa mère à l'hôpital. L'ensemble est vraiment un peu perturbant et intéressant. Et dans une tentative de définition de ce projet-là, Christophe Hanna, dans nos dispositifs poétiques, il décrit ces textes comme un ensemble d'éléments disparates agencés de manière à constituer une unité expérientielle et logique irréductible à une saisie esthétique. On n'est clairement pas juste effectivement dans l'esthétique ici, mais c'est difficile de présupposer des auteurs et des autrices qu'ils ont eu une intention humoristique. Mais malgré tout, ils se dégagent de ces compositions, soit par leur agencement interne originaux ou même par leur agencement dans le collectif, ils se dégagent vraiment un certain effet d'humour. Et je ne suis pas dans le champ en disant ça, parce que le journal Le Monde dit en parlant de la maquette de couverture, assurément belle, elle n'est ni sobre ni élégante, elle serait plutôt surchargée, intelligente, variée, joueuse, agaçante et joyeuse. Elle n'est pas un écrin, mais la forme jugée adéquate, le prolongement et l'expression d'un contenu qu'ont pensé et agencé Olivier Cadiot et Pierre Alféry, contenu qui répond d'ailleurs exactement aux mêmes adjectifs que la maquette. Dans l'introduction de la revue, on affirme, en faisant référence à la cohésion des textes, que c'est la fantaisie qui viendrait jouer le rôle d'aimant. Donc, ces créations sont en gros, par plusieurs sources, décrites comme fantaisistes, joueuses, agaçantes et joyeuses. Je trouve qu'ajouter drôle, humoristique paraîtrait assez dans l'ordre des choses. Mais revenons à la fantaisie, qui se définit, selon Larousse, comme étant l'imagination libre, sans contrainte ni règle, la faculté de création. Sans vouloir remettre en question le choix de mots d'Alféry et Cadiot, cette apparente imprévisibilité qui caractérise les ovnis dans le choix de leurs termes, dans leur configuration interne, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une totale émancipation des règles? C'est une question rhétorique, parce que la réponse est non. Alors, comme le souligne Jean-Pierre Cometti dans le chapitre d'un livre sur Wittgenstein qui s'intitule « Un monde sans humour, remarque sur l'environnement de pensée », c'est justement par rapport au vaste champ de ce qui obéit à des règles que l'imprévisibilité prend son sens et toute sa portée. Si des dispositifs réunis dans la revue de littérature générale transfèrent une espèce d'effet humoristique, c'est probablement à cause, sinon d'un désir, du moins d'un effet d'écart à la norme. Je trouvais ce monsieur flegmatique au style particulier qui arbore une coiffe de foin audacieuse. Je trouvais que ça représentait bien cette espèce d'écart à la norme. Et d'ailleurs, le style, c'est ça, c'est la tension entre la conformité et l'émancipation. Selon Ratou et Beaumaster, que j'ai cité un peu plus tôt, l'humour agirait, et je trouve que l'image est éloquente, ça rejoint aussi l'idée d'OVNI. Donc, l'humour agirait de manière à contrecarrer les forces centrifuges d'une société faite de pièces disparates.
Donc, résister au courant en créant des amas de sens originaux. Et c'est ce que les dispositifs d'assemblage et de détournement en confrontant un ordinaire reconfiguré à la norme font, en quelque sorte. Cependant, pour que l'effet humoristique opère, il faut absolument discerner au travers du nouvel amalgame de qui ou de quoi on se joue. Donc, fréquenter la culture dominante pour comprendre qu'on se pose en retrait est bien sûr une condition sine qua non. Donc, selon Cometti encore, c'est l'usage et le contexte d'usage conjugué à ce que l'énoncé signifie littéralement qui marque un trait d'humour. Dans ce sens-là, les ovnis de Cadio et d'Alferi ou la création que je vous ai présentée sont peut-être non identifiés, mais restent quand même identifiables. Ils sont faits à partir de matériaux qui ne proviennent pas d'une autre planète, mais vraiment d'unités de sens prélevées à même l'ordinaire de nos formes de vie. La vision de Henri Bergson sur le déclenchement du rire est intéressante et je pense que ça pourrait nous aider à nous représenter la tension qui existe entre l'aspect absurde que peut prendre les textes de type ovni et parallèlement leur attache au monde. Bergson suggère que c'est un aspect mécanique imbriqué dans du vivant qui donnerait l'impression, et je cite, d'une raideur quelconque appliquée sur la mobilité de la vie, s'essayant maladroitement à en suivre les lignes et à en contrefaire la souplesse. L'opposition rappelle d'ailleurs celle du sous-titre donné par Ferry Cadio à la revue de littérature générale, La mécanique lyrique. Alors, hasard, je ne pense pas. Alferi Cadio présente les textes du recueil comme ces objets qu'on pourrait dire à la jonction entre la technique, la technicité et l'organique, en disant ces petites agglutinations sensibles, affectives, langagières sont des sortes de monstres. Il y a quelque chose là-dedans de l'unheimlich, excusez mon allemand, freudien, de l'inquiétante étrangeté ou familiarité. Ça fait très créature de Frankenstein et c'est intéressant parce que l'écriture permet justement cette rencontre du troisième type. En même temps, Henri Bergson nous ramène à la nature tout à fait relative de la réception qu'on peut faire de ces amalgames-là. Il prend pour exemple la mode vestimentaire qui cadre avec l'époque dans laquelle on est et qui fait corps avec son autre sans qu'on y trouve quoi que ce soit d'anormal. Et bien, cette même mode, des années après, et de là mon image de robot en soute des années 70, donc des années après, ça fait rire et en nous apparaissant sur les humains, telle, et je cite Bergson, une armure étrange et complètement saugrenue. Donc, on pourrait dire que tant que tout semble aller de soi, le comique reste à l'état latent. Ce qui se présente comme une évidence, donc dépourvu d'humour ou encore à l'inverse comme surprenant et drôle, est donc nécessairement dépendant de notre contexte de vie. Dans le cas de la mode ou même de l'assemblage scriptural, aucun élément pris séparément n'est à proprement parler nouveau. Mais on le ressent comme tel si ça ne correspond pas exactement à l'environnement qui est normalement le nôtre ou le sien. La réponse à la question « Pourquoi c'est drôle ?» relève, comme je disais, certainement de mystérieuses opérations sémiotiques qui ne dépendent pas d'un simple dispositif, mais aussi et pour beaucoup de la manière particulière que chacune a de prendre contact avec la vie, de traiter l'information. Ceci dit, on peut quand même oser affirmer qu'une entité textuelle qui, par le langage, porte une attention à l'ordinaire en mettant de l'avant des éléments dans lesquels le lectorat peut se reconnaître, mais qui, ce faisant, les reconfigure de façon surprenante pour singer des habitudes convenues, a de bonnes chances d'être drôle. Et mon bricolage à côté, ça réfère à John Dewey qui pourrait expliquer que l'art fait partie de la vie. Le comparer au sommet des montagnes, parce que bien que le sommet a l'air inatteignable, il est tout de même relié à la terre comme l'art qui est fait d'ordinaire, finalement. Donc j'ai illustré la brèche au pied jusqu'au sommet de la montagne. Vivre avec les mots des autres et dans les mots des autres, pour reprendre le thème de la journée d'études, constitue pour moi en tout cas l'occasion d'une pratique, disons, un peu espiègle et subversive, qui permet de recomplexifier, de resignifier l'ordinaire en secouant un peu la notion traditionnelle de littérature. Et je pense que je vais m'arrêter ici.